Je viens de checker le thermomètre à l'extérieur de mon Tipeee. Et aujourd'hui, en ce 1er janvier, il fait 15 degrés. 15 degrés, bordel les gars, 15 degrés. Franchement, 5 degrés de plus, je sors le string et je m'en vais au Cap d'Agde bronzé, je crois. Ça va être la meilleure chose à faire. Et j'aimerais te parler un petit peu de ce que je pense sur le changement climatique et cet aspect un petit peu catastrophique qui nous attend. Là, je pense qu'on est en pleine illustration de ce qui nous arrive dessus. 15 degrés, en plein hiver. Je suis en t-shirt là, regardez, je suis bien, hein, j'ai pas froid. C'est quand même quelque chose d'anormal. Avant, tu vois, on parlait de changement climatique. C'était seulement des paroles avec des chiffres. Les scientifiques qui te parlaient de ça. Voilà, tu te disais, bon, les gars, ils sont à moitié fous. Qu'est-ce qu'ils nous sortent, tu vois. Bon, bref. Aujourd'hui, maintenant, on a des exemples concrets, visibles, visuels de ce changement climatique et de ces problèmes eh bien, que ça impacte. Bon, il fait plus chaud, c'est sûr. Il y en a qui vont être contents, hein, ils auront moins besoin de s'habiller vu qu'on a de moins en moins de résistance au froid. Enfin, ça c'est un autre sujet. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que ça dérègle complètement. Il y avait un changement climatique naturel, hein, c'est naturel qu'il y ait un changement climatique, qu'il y ait des phénomènes de réchauffement ou de refroidissement terrestre. Seulement, avec les activités humaines, nos activités, hein, par l'industrie, etc., on vient dérégler et accentuer totalement eh bien, ce changement climatique. La nature en soi, les êtres vivants sont habitués à s'accommoder eh bien, d'un changement. Voilà, seulement là, de par encore une fois nos activités, c'est quelque chose qui devient en fait trop rapide. Il y a un changement trop rapide et du coup la nature, les êtres vivants n'ont pas le temps eh bien, de s'habituer, de s'accoutumer. Je tiens vraiment à vous partager un petit peu mon point de vue. Encore une fois, c'est qu'un point de vue que je vous partage, c'est le mien, donc respectez-le. Et puis moi je serais heureux d'entendre votre point de vue également en commentaire, donc on peut en discuter. Je pense que ça peut être réellement intéressant parce que c'est quelque chose qui est important je pense, et il y a de quoi parler, il y a vraiment de quoi dire. Alors tu vois, on est sans cesse en train de remettre la faute sur les anciens, sur nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui pendant les 30 glorieuses ont pollué, ont profité, ont fait des déchets etc. et nous ont donné à nous, leurs petits-enfants, eh bien un cadeau un petit peu empoisonné. J'en discutais avec mon grand-père lorsque je l'ai vu durant les fêtes de Noël là, et en fait c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment leur remettre cette faute là puisque eux n'avaient pas cette notion, n'avaient pas cette connaissance et cette sensibilisation qu'on a nous au changement climatique. Ils ne savaient pas qu'en fait ils faisaient du mal à la terre et que ça pouvait avoir un impact vis-à-vis de leur acte. Donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Maintenant nous on se retrouve avec des problématiques assez diverses, avec maintenant des problèmes concrets, hein, avec de plus en plus de tempêtes, d'inondations, d'incendies, des choses qui nous touchent maintenant personnellement. Réellement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le changement climatique? Est-ce que ce n'est déjà pas trop tard? Est-ce qu'on peut encore changer quelque chose? Je ne sais pas, je pense que les scientifiques, le gouvernement essayent de nous donner des astuces. Réellement, je pense que le gouvernement, selon les soi-disant mission qu'il essaye de faire, je pense que c'est plus du visuel, c'est plus pour l'aspect je fais quelque chose pour l'environnement, plutôt que ça soit réellement concret. Il y a trop d'argent qui est engagé là-dedans, je pense qu'on ne pourra pas changer quelque chose aussi rapidement. Je pense pas que l'homme serait capable de changer drastiquement sa façon de vivre pour qu'il y ait un impact réel et que ça fasse du bien. Vous avez bien vu, hein, aussitôt que tu enlèves à un être humain sa douche dans la journée, son confort à 20-25 degrés dans sa maison et puis son Nutella dans son placard. Donc je pense pas qu'on soit prêt à vivre vraiment autrement. Et moi le premier, je suis pas du tout un modèle sur l'écologie, hein. J'ai une voiture, j'achète des choses parfois dans le supermarché, je prends des transports, etc. Donc je ne suis pas réellement à 100% neutre. Après, par mon mode de vie, notamment dans cette tente, ou lorsque je fais de la randonnée, etc., et que je vis avec seulement les choses que j'ai dans mon sac, donc je ne consomme pas d'électricité, très peu d'énergie, là forcément je vais contribuer à économiser les ressources. Est-ce qu'en faisant chacun de nous un petit acte, un petit peu comme l'histoire du colibri qui va déposer des gouttes d'eau et que si il y a à l'échelle de nombreux individus qui déposent des petites gouttes d'eau sur un incendie, l'incendie va finir par s'éteindre. C'est un petit peu cette notion de si chaque individu réalise une action à son niveau,
peut-être qu'à l'échelle globale, il va y avoir une nette amélioration. Je ne sais pas si on peut encore faire réellement quelque chose. Moi je pense qu'il faut vivre, hein. Il ne faut pas rentrer dans une paranoïa, dans une peur. L'autre fois j'étais tombé sur un média où carrément il y avait des jeunes qui pleuraient parce qu'ils se rendaient compte que finalement les ours polaires étaient en train de crever et tout. Donc du coup ils étaient tristes, voilà, c'est la fin du monde. Je pense qu'il faut continuer à vivre, il ne faut pas rentrer dans une notion de peur. Mais je pense que le plus gros problème réellement qui est présent, c'est pas le fait qu'on consomme trop, c'est le fait qu'on soit trop sur Terre, qu'il y ait une trop forte densité de notre population. Quand forcément il y a une trop forte densité, eh bien les ressources ne peuvent pas suivre, en fait on atrophie notre milieu simplement, parce qu'on puise trop. Donc arrêtez de faire des gosses, et voilà. Maintenant je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se rendre comme je le fais comme ça, dans le milieu naturel, d'observer la nature et de voir à quel point la nature est sensible et à quel point elle est aussi belle, sans être touchée émotionnellement et être sensible à un milieu. Je pense qu'on ne pourra jamais le protéger, jamais se donner personnellement pour protéger quelque chose si on ne l'aime pas. Donc sortez en forêt, je pense que c'est la meilleure des choses pour voir à quel point la nature est belle et à quel point ça serait dommage de l'abîmer. Il va avoir un effet surtout sur certaines espèces visibles, notamment l'humain surtout. Ça va impacter notre espèce, la terre et la nature, elle s'en remettra toujours. Donc les seuls impactés réellement dans ce changement climatique et dans les problèmes qui nous arrivent dans les futures années là, dans les années proches, c'est pour notre pomme les gars, c'est pas pour les centaines de milliers d'espèces, d'animaux, etc. qu'il y a, parce que il y en a certaines visibles qui disparaissent, certes, mais il y en a également de nombreuses qui réapparaissent. Et ça on les voit pas forcément, les bactéries, etc. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert une grosse parenthèse sur l'écologie et sur le changement climatique. Peut-être parce que, encore une fois, il fait 15 degrés durant le mois de janvier, donc en plein hiver, ce qui n'est absolument pas normal, et que je me traballe en t-shirt au calme. Sacré monde de merde. Les amis, il est temps pour moi de créer mon propre alcool. On va faire ensemble de l'hypocrase. Vous allez voir que c'est à la fois très simple, ça coûte pas énormément cher, et puis ça fait une boisson qui est réellement très sympa à déguster. Il vous faut plusieurs ingrédients, notamment la base, du vin. Moi je prends du vin rouge et notamment du merlot. Alors ensuite il y en a qui le font avec du sucre, moi je préfère le faire avec du miel, surtout que c'est du miel que je produis moi-même avec mes ruches, donc du miel de qualité quoi. Ensuite on va devoir appliquer certaines épices. Alors les plus communes pour effectuer de l'hypocrase, ce sont les clous de girofle, la cannelle et puis le gingembre. Après moi je sais que j'ai rajouté par exemple un petit peu de cardamone pour encore une fois rajouter du goût et personnalifier ma boisson. Première étape, on va débouchonner le vin. Là donc je vais faire 2 litres pour commencer. Donc pour 2 litres on va avoir besoin de 200 g de miel, donc c'est ce que j'ai dans ce pot, que je vais directement verser dedans. La cannelle généralement on en met 20 g pour 1 litre. Le gingembre on met seulement 5 g pour 1 litre. Les clous de girofle, 2-3 clous de girofle que je vais venir concasser pour que ça macère un petit peu plus rapidement dans le vin. Je vais venir concasser ça dans mon mortier. Et puis après on a aussi la cardamome. La cardamome je vais en mettre environ 10 graines par litre. Pareil que je vais venir concasser dans le mortier. Donc on va faire tout ça, on va venir transférer dedans, on touille. Et puis après on n'aura plus qu'à macérer. Bon, ça y est, la première étape est terminée de la fabrication de cette hypocrase. J'ai ajouté tous les ingrédients, j'ai bien brassé et là je viens de les recouvrir avec un torchon pour que ça macère toute la nuit. Et puis demain matin on passera à la deuxième étape qui consistera à filtrer le tout. Enfin bref, je vous en reparlerai plus précisément demain matin. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre.
Les gars, j'ai un petit problème. Ah, vite, c'est en train de cramer. C'est en train de cramer. Merde, merde. Ah, ça me brûle, bordel. Ah, j'ai fait le con. Ah, merde. Oh non. Bon les gars, j'ai eu un petit souci. Mon croissant, mon chaussé ou ce que vous voulez, enfin je sais pas comment on l'appelait ça, au fromage là. En fait, il s'est percé, il a fui. Du coup, ça a collé sur le poêle et genre... voilà la gueule du truc quoi. Bon bah écoutez, on va goûter hein. En vrai, c'est trop bon. C'est vraiment bon. Avec la farine de châtaigne, c'est excellent. Bon les amis, vous êtes nombreux à me demander eh bien, comment je fais pour m'éclairer lorsque je ne suis pas dans mon Tipeee. Donc je vais vous présenter la petite lampe qui m'accompagne dans cette aventure. On va se mettre à l'intérieur du Tipeee pour en discuter, je pense que ça sera plus pratique, comme ça vous pourrez voir un petit peu plus proche eh bien, la lampe que j'utilise, ce matériel qui est vraiment très qualitatif et qui me permet de m'éclairer vraiment sereinement sur le terrain lorsque simplement la nuit je vais pisser par exemple à l'autre bout du terrain dans les toilettes sèches, ou que je veux couper du bois, ou me promener, ou voilà, toutes ces choses-là. On a toujours besoin d'une lampe. Pendant toutes ces années d'aventure et d'expérience dans la forêt, j'ai testé un paquet de lampes inconsidérables, des lampes frontales, des lampes torches, et maintenant je suis en mesure de savoir eh bien, ce qui m'est utile et ce dont eh bien, j'ai vraiment besoin lorsque je pars pour différents projets d'aventure. Dans ma vie de tous les jours et surtout dans le Tipeee, j'utilise cette lampe-là qui est la lampe c'est un elf de chez Armitech. Armitech qui est une marque très très reconnue et de plus en plus pour faire des lampes très très qualitatives, très robustes, qui durent dans le temps. En gros ces lampes, vous pouvez les jeter, vous pouvez les mettre dans l'eau, elles vont résister un petit peu à toutes ces contraintes. Elle est garantie 10 ans, donc autant dire que c'est un grand gage de qualité. Généralement quand on cherche des lampes type tactique qui sont incassables, etc., voilà, on tombe souvent sur des modèles assez encombrants, très lourds. Celle-ci elle pèse donc seulement 56 grammes et c'est vraiment top, donc même pour partir en trek, pour partir en expédition, elle peut être vraiment très très intéressante. On a plusieurs modes hein, comme souvent, donc on a un mode turbo, on a normalement hop tac un petit mode veilleuse, etc. Ça vous permet un petit peu d'être polyvalent dans ce que vous voulez faire, si vous voulez simplement lire un livre dans votre tente ou alors explorer un petit peu les alentours et puis le terrain. Elle envoie du lourd puisque en mode max on est à 930 lumens, on éclaire à plus de 100 mètres. Donc franchement pour un petit bout de bidule comme ça que ça éclaire autant, c'est franchement hallucinant. Cette lampe là elle est aussi très bien équipée et c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'elle a hop là un petit crochet ici pour le mettre par exemple sur votre ceinture. On a aussi un bandeau qui vous est fourni. Comme ça, vous pouvez disposer la frontale sur votre tête et avoir les mains libres pour pouvoir éclairer et puis tout en travaillant par exemple. Alors le seul petit point négatif que je pourrais donner à cette lampe, c'est qu'elle n'a pas de mode de sécurité. Sur certaines lampes, en appuyant certaines fois sur le bouton ou sur un certain mode, en fait elle se met en mode veille. Et c'est-à-dire que si vous venez à appuyer sur le bouton d'activation dans votre sac, eh bien la lampe ne peut pas s'allumer. Mais par contre, elle a un système de recharge assez facile. Hop, juste ici, vous pouvez le brancher avec un fil en USB. Là, vous simplement sur votre batterie externe, vous branchez, ou là par exemple sur mon EcoFlow derrière, sur ma station électrique, ça permet de la recharger rapidement et ça c'est plutôt intéressant, sachant qu'elle dure très très longtemps. Vous pouvez la garder en mode veilleuse pendant 2 mois sans la recharger. Et ça, franchement les gars, c'est un truc de fou. Ce qui est vachement cool avec cette lampe, c'est qu'elle est aimantée. Bref voilà, chouette petite lampe qui peut vous accompagner dans un EDC ou vous servir dans différents projets. Je tenais à vous le partager un petit peu parce que je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander ce que j'utilise comme lampe ici sur le terrain, à part bien sûr mon système de lumineux en fait principal dans ma tente. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à aller voir sur le site de chez Armitech, ils font des centaines de lampes ultra quali. Et puis c'est plutôt cool. Allez, on va manger.
Nous sommes en 2023, ça y est, on a franchi le cap. J'ai allumé quelques bougies, je voulais à tous vous souhaiter une bonne année. Encore merci pour votre soutien. On va passer la barre des 100 000 abonnés, normalement, si ça se passe bien, durant ce début d'année 2023. Donc c'est vraiment un pur plaisir, enfin, c'est quelque chose d'incroyable que 100 000 personnes me suivent ce que je fais et s'intéressent aussi à ce que je peux bien vous partager à travers les réseaux. Ça fait 8 ans que je fais ça et franchement, je suis trop heureux que ça aboutisse à ça. C'est un très très gros travail, vous pouvez vous l'imaginer. N'hésitez pas à partir, que ce soit pour une journée ou plus, à effectuer votre premier trek si c'est pas encore déjà fait, votre premier bivouac. Vous allez voir que ça va être des souvenirs de fou. Moi j'ai fait des centaines et des centaines de bivouacs dans des endroits différents. J'ai vécu des expériences assez incroyables. Je suis encore en train de vivre un projet incroyable là, de vivre dans cette tente. C'est quelque chose d'assez fou qui m'apprend personnellement beaucoup. Enfin, j'apprends sur moi, j'apprends sur plein de choses, sur plein de domaines. Et puis après, lancez-vous. N'ayez pas peur. Et si vous croyez en vos projets, en vos rêves, et que vous travaillez pour, ils pourront que se réaliser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, c'est en train de se réaliser. J'aime bien, moi, me resituer dans le passé un petit peu, me dire, voilà, il y a un an, où est-ce que j'étais? Il y a 2 ans, où est-ce que je me situais? Quel projet j'effectuais? Et comme ça me permet bien d'apprendre de mes erreurs, d'apprendre aussi de mes réussites, même si on apprend plus de ses erreurs, et puis de pouvoir progresser dans cette nouvelle année qui nous attend. La vie, c'est un incroyable parcours, hein, des rencontres, des échecs, beaucoup d'échecs, quelques réussites, et ce qui crée au fur et à mesure une histoire, l'histoire de votre vie, votre histoire personnelle. Et je trouve ça beau, quoi. Voilà, ça continue. On met le pied dans une nouvelle aventure finalement. Voilà, sur ce, moi je vais me coucher les amis. Bonne nuit.
Une bonne nuit de sommeil est passée, il est presque midi et il est temps pour moi de filtrer notre petite préparation qu'on a commencé hier. Notre hypocras qui a macéré donc toute une nuit. Vous voyez qu'il y a des petits résidus, donc c'est toutes les épices que j'ai pu mettre. Le but, ça va être de les mettre dans ces 2 bouteilles en verre là, vides. Tac, je vais me servir de ce petit entonnoir. Et pour filtrer, on va prendre bien simplement des petits filtres à café, comme ça. Tac, qu'on va déposer dans l'entonnoir pour remplir les bouteilles vides. Et puis ça devrait bien se passer. Et voilà qui est fait. 2 litres d'hypocras, tout net, sorti du filtre. J'ai un peu galéré, je vous avoue, parce que en fait, il y avait beaucoup de dépôts, donc ça encrassait rapidement le filtre. Voilà, de l'hypocras, comme ça, eh bien, je pourrais m'alcooliser pour me réchauffer un petit peu. Non, ça marche pas, hein, mais bon, voilà, c'est juste pour la blague. Allez, à la bonne vôtre. Ah la vache, il est délicieux. Peut-être un tout petit peu trop de clous de girofle. La prochaine fois, on pourra améliorer avec ça, mais sinon, franchement, délicieux. Pile bien sucré comme il faut. Vache. Quel plaisir de fabriquer les choses soi-même. Je suis trop content du résultat. Nous avons fabriqué ensemble de l'hypocras, une boisson ancestrale utilisée par les Celtes et les Romains au 7 et 8e siècle avant Jésus-Christ. On fabriquait de l'hypocras en ajoutant du sucre et des épices au vin pour pouvoir le conserver un peu plus longtemps et essayer de cacher ce goût du raisin un petit peu passé. Et oui, bien sûr, à l'époque, ce n'étaient pas les ermites comme moi qui vivaient seuls en forêt qui pouvaient se permettre de déguster ce genre de boisson. Les épices étaient très chères et difficiles à obtenir, donc c'était plutôt une boisson pour les riches. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère vraiment que tu as apprécié. Comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, je les lis tous, et ça réchauffe mon cœur dans ce froid piquant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Alexis Bruce, et ciao.